Très chers amis lecteurs, je suis de retour avec mon débrief de la partie 2 de cette chère saison 3. Encore une fois, je ne l'ai pas regardée quand elle est sortie, mais plutôt une semaine après, parce qu'entre-temps, je me suis lancée dans un animé qui m'a totalement happée. Je parle des carnets de l'apothicaire, dont je parlerai plus amplement dans un prochain post sur les pages Facebook et Instagram de l'œil de Cham. J'espère que vous serez connectés et que vous lirez ce que j'écrirai, ou si je fais une vidéo, que vous la verrez et que vous commenterez. Pour en revenir à ce débrief, il y a plusieurs choses dont j'aimerais parler avec vous. Des choses que j'ai aimées, d'autres moins, certaines qui m'ont révulsé et d'autres que je n'ai pas comprises. Parmi les choses que je n'ai pas comprises, il y a l'arrondissement du ventre de la vicomtesse. Entre le moment où elle a annoncé être enceinte et le moment où ils reviennent conseiller Colline la veille de son mariage, le ventre est sorti comme si elle était déjà à 5-6 mois de grossesse. Soit la chronologie est chelou, soit j'ai raté quelque chose et c'est possible. En parlant de Colline, j'ai découvert qu'il sait se mettre en colère, mais que c'est aussi un homme de bien, comme un certain Joseph, sans le côté intime évidemment. Je me demande s'il aurait été aussi homme de parole s'il n'avait rien fait. Dans le livre, évidemment, la tournure est différente, mais comme je ne cesse de le répéter, je ne suis pas là pour faire la comparaison entre l'œuvre littéraire et l'adaptation. Colline, donc, il sait se mettre en colère, en bien comme en mal. En bien, quand il recadre magnifiquement Portia Featherington, je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis levée et j'ai applaudi. Une vraie standing ovation, parce que il le méritait. Non, la façon dont il l'a recadré, j'étais admirative. Je me suis dit, oui, Colline, toi, tu es quelqu'un, tu as de la personnalité. C'est ça qu'on demande. Le peuple ne demande rien de plus que ce genre d'être humain. D'ailleurs, j'ai également applaudi quand il s'est finalement mis à nu. Au sens figuré, j'entends bien. Je vous vois venir. Un Bridgerton fortuné, mais qui se cherche. Est-ce qu'on peut faire plus compliqué que cela ? J'ai eu cette facilité à me mettre à sa place, parce qu'il cherche sa place dans le monde, et il ne conçoit pas qu'on puisse l'aimer, sans que sa valeur ne soit prouvée. C'est essentiellement pour ça qu'il est distant avec peine quand il découvre son secret. Il se sent inférieur et indigne de son amour. Et c'est là que j'ai applaudi pour Pénélope, parce qu'elle n'a pas eu de cesse de lui répéter, de lui crier même, la seule chose qui comptait vraiment. Colline, je vous aime. Colline, je vous aime. Colline, je vous aime. Excusez-moi, j'ai mis les organes quand même dans cette deuxième partie. Est-ce que vous réalisez le pouvoir de ces tout petits mots ? Est-ce que vous réalisez tout court le pouvoir des mots ? En première année, j'avais un prof de rhétorique et d'analyse filmique et je me rappellerai toujours de ce cours pendant lequel il nous avait fait regarder Hôtel Rwanda tout en devant rendre une copie d'analyse 30 minutes après la fin du film. Autant vous dire que je n'aime pas les films de guerre, je suis trop sensible, mais je garde en mémoire le pouvoir que les mots peuvent avoir sur le destin d'un peuple tout entier. Je pense particulièrement à cette scène du film où l'un des généraux rebelles parle à la radio et il traite une tribu de cafards et tout. Revenons au Bridgerton. Dans cette deuxième partie, Pénélope fait preuve de beaucoup plus d'audace. Bon, après tout, elle est fiancée à un Bridgerton, hein, le parti le plus en vue de la saison. Vous ne pouvez pas lui demander d'être humble. J'ai aimé qu'elle s'affirme non seulement auprès de Colline, sans craindre qu'il annule les fiançailles, mais qu'elle toupait, ma chère. Mais aussi auprès de sa mère et devant la reine. Quoique devant la reine, la seule qui puisse vraiment s'affirmer, c'est ma tante, Lady Danbury. Si on fouille bien, je dois avoir des origines qui remontent à Lady Danbury. Franchement. Pénélope, comme sa mère, sont assez représentatives de la place de la femme à cette époque. Loin de moi le féminisme, mais elles sont le reflet d'un anticonformisme, d'un rejet de soi-même, Portia, et d'une certaine résignation. Portia Featherington, la mère de Pénélope,
Elle s'est longtemps reniée. Elle a été très maladroite, mais elle reste avant tout une mère. Il est vrai qu'on a mis en évidence son ambition à marier ses filles, comme toutes les femmes de la série, hein. À préserver la réputation de sa famille, mais est-ce qu'elle avait vraiment le choix? Elle ne pouvait rien faire d'autre, d'autant plus que son mariage ne la rendait pas heureuse. J'ai aimé cette phrase qu'elle a dite à Pénélope. Peut-être pourras-tu réaliser tes rêves au travers de ton mari. C'est dire à quel point elle a dû se réprimer toute sa vie durant, parce que c'était ce que la société attendait d'elle. Et malheureusement pour elle, le mari qu'elle a choisi n'a pas pu réaliser ses rêves à elle, il n'a pas pu la protéger. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu faire, d'après ce qu'elle dit. Et vraiment, ça me fait de la peine. Bien sûr, je sais que ce n'est qu'un personnage fictif, mais voilà. Une autre femme de caractère que j'apprécie énormément, c'est ma reine Charlotte. Une femme perspicace et machiavélique à souhait. Je ne sais pas pour vous, mais j'avais peur qu'à tout instant, elle vienne interrompre le mariage. J'avais des palpitations tout au long de la série. Et bon, elle est quand même venue à la fin accuser les gens avec son port altier. Mais même là, elle était trop belle. Et en fait, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle à chaque fois qu'elle fait des remontrances, qu'elle fait des mimiques et tout. C'est vraiment une très belle femme. Alors, parlons un moment de ce qui m'a fait rigoler. Pénélope qui s'évanouit quand Cressida annonce être Lady Whistledown. Prenons une minute et rigolons. Je ne sais pas si je suis la seule à y avoir déjà pensé ou à y avoir déjà rêvé, mais l'histoire de la demoiselle en détresse qui s'évanouit a toujours été un de mes plus grands rêves. Et ouais, je rêvais de m'évanouir et ce n'est jamais arrivé. Tu sais, quand on est abreuvé à Disney et qu'on voit les filles s'évanouir à tout bout de champ, c'est ce que ça donne, hein. Bon, ce n'est jamais arrivé, heureusement. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vécu de situation qui l'exigeait. C'était plus une envie de faire comme dans les films qu'un besoin réel. Je suis sûre que vous vous reconnaîtrez. C'était aussi tellement drôle comment les gens n'ont eu de cesse de remettre en doute le fait que Cressida soit la vraie Whistledown. Dans les nombreux dons qu'elle a reçus, il lui manquait l'intelligence, mais pas la perspicacité. Ça, c'est si on ne prend pas en compte son style vestimentaire fort douteux. Les habits de Cressida, vraiment, comme disait quelqu'un, personne ne la conseille. Pas que sa mère aussi, son style, vraiment, une garde-robe de haute voltige. Oh non, oh non. Ça m'a vraiment fait rigoler, j'en peux plus. Quelqu'un peut nous expliquer à quoi joue le frère de Lady Danbury à flirter avec ma Violette? À tel point qu'elle en perd son latin, signe d'un grand amour ou d'une grande histoire d'amour à venir. J'ai hâte de voir comment est-ce que cette histoire va tourner. Est-ce que ça va se concrétiser ou pas? Parce que, bon, Violette, à l'heure actuelle, elle vit pour ses enfants. Et lui, il en reste encore Héloïse, Grégory et Hyacinthe à marier. Ah non, Bénédicte, Héloïse, Grégory et Hyacinthe à marier. Il lui en reste encore 4 à marier. Donc, je ne sais pas si elle est en dehors de l'euphorie de l'instant. Je ne sais pas si elle est prête véritablement pour une histoire. Parce que je pense que le mec, il voudra sans doute se remarier. Il a l'air d'être épris. Comment ne pas s'éprendre de Violette? Elle est si parfaite. En parlant de ma tante Danbury, outre le spin-off sur la reine Charlotte, l'arrivée de son frère permet à ceux qui réclamaient davantage d'infos sur elle de savoir comment s'est passée son enfance. Peu glorieuse à l'évidence, ce n'était qu'une femme, après tout, aînée, mais pas héritière, et pas à la hauteur avec un père exigeant, à l'image de cet époux mourant qu'on lui a imposé. Ah, c'était méchant quand même, hein. Oh là 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 là. Bon, ça n'a pas changé mon regard sur elle. Je l'admire depuis qu'elle a obligé Simon à venir à son bal, alors qu'il présentait ses excuses pour s'éclipser. Elle n'a dit qu'une seule phrase. « Je ne vous excuse pas. » Et le mec
a dit, si je fais une apparition de 10 minutes, est-ce que ce sera suffisant? Fort bien. Magnifique. Depuis ce moment, je la respecte. Je la respecte vraiment. Et bon, l'absence des Hastings n'est finalement pas si importante. Je trouve que la saison s'est bien portée toute seule. S'ils avaient été là, ça aurait encore donné lieu à trop de comparaisons, comme les fans savent si bien le faire. Certains disent que la saison 3 n'était pas palpitante et tout. Je pense que c'est parce que la première saison a mis la barre très haute et la première saison, c'était la saison avec laquelle on découvrait les histoires en fait. Et je ne pense pas que ce soit possible de recréer cette euphorie-là. C'est comme... comment ça s'appelle? Ce qu'on appelle le saut de l'ange. Lorsqu'on expérimente pour la première fois une chose, on ne retrouve jamais la même première sensation. Donc je pense qu'il va surtout falloir faire un travail sur soi pour apprécier chaque saison à sa juste valeur. Parce que les gars bossent. Ils bossent quoi. En parlant de femmes fortes, après ma tante d'Anbury, c'est la femme de Mondrich, une très belle femme dont je me devais de souligner la beauté. J'ai pas beaucoup parlé d'eux parce qu'en réalité, ils ne m'intéressent pas plus que ça. Ce sont des nouveaux riches, fort bien, grand bien leur face. Passons à la suite en fait. Perso, je ne vois pas leur utilité, si ce n'est de remplir les quotas des minorités dans la série. Tout comme la présence de Paul et les tendances évidentes de la cousine de l'époux de Francesca et de Francesca elle-même. Nous sommes tous au courant que les lobbies sont actifs et qu'une adaptation n'est jamais fidèle à l'œuvre originale. La populace a bien compris tout ça, mais franchement, c'est saoulant. Si la saison 4 poursuit cette tendance, il est fort probable que l'œil de Cham n'en parle plus. Voilà. Bien sûr, je ne peux pas finir ce podcast sans parler de Bénédicte, l'artiste. Il est si beau, si charmant. Je ne comprends pas pourquoi on l'a mis là en plan A3, ni pourquoi on le dépeint ainsi, mais soit. Il est évident que la prochaine saison sera la sienne. Le bal masqué de Lady Violette promet de révéler bien des secrets. J'espère que ce sera intéressant, vu tout ce qu'on nous a laissé entrevoir et comment les réalisateurs nous ont fait languir. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, mes chers amis lecteurs. Bisous chez vous.